Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le président ivoirien Alassane Ouattara est à New York aux États-Unis d'Amérique où il participe à la 72e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Il sera à la tribune ce mercredi où il va s'adresser à ses pairs à 16h temps universel et ce sera en direct sur RTI 1. 2000 commerçants ont été touchés par l'incendie qui s'est déclenché dans la nuit de dimanche à lundi dernier au grand marché d'Abobo. Les commerçants ont reçu hier le soutien du Premier ministre Amadou Don Coulibaly. Plus de 200 personnes ont péri dans le violent séisme qui a secoué hier mardi le centre du Mexique. Parmi les victimes figurent au moins 21 enfants morts dans l'effondrement de leur école dans la capitale. Le président ivoirien Alassane Ouattara est à New York aux États-Unis d'Amérique où il participe à la 72e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Il sera à la tribune ce mercredi où il va s'adresser à ses pairs à 16h temps universel et ce sera en direct sur RTI 1. Le débat général de cette 72e session ordinaire du Conseil de sécurité des Nations Unies s'est ouvert hier au siège de l'ONU, occasion pour les chefs d'État présents à New York, au nombre desquels le président ivoirien Alassane Ouattara, de se réunir pour discuter des enjeux mondiaux et mener le débat autour du thème « Priorité à l'être humain, paix et vie décente pour tous sur une planète préservée ». Awa Touré est à New York pour RTI 1. Le débat général de la 72e session de l'Assemblée générale des Nations unies est l'occasion pour les dirigeants du monde, au rang desquels le président de la République Alassane Ouattara, de se retrouver au siège de l'ONU pour discuter des questions d'ordre international. Un débat articulé autour des thèmes de la paix et du développement durable. Pour le président de l'Assemblée générale, le Slovaque Miroslav Lajčák, c'est une session des grandes premières avec la négociation du premier pacte intergouvernemental sur les migrations forcées. C'était par ailleurs le baptême de feu de plusieurs personnalités de premier plan, notamment les présidents français Emmanuel Macron, américain Donald Trump et le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Antonio Guterres qui a appelé les pays membres de l'ONU à agir ensemble pour un monde meilleur, un monde en paix. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde multirégional, multiethnique, et cette diversité doit être considérée non pas comme une menace, mais comme une richesse. Mais pour que la diversité soit une réussite, nous devons investir dans la cohésion sociale. Et ce, afin que chacun ait le sentiment que son identité est respectée, afin que chacun estime avoir un enjeu dans la communauté. Le président américain a pour sa part dénoncé les nouveaux dangers qui viennent compromettre les acquis. Il s'agit entre autres du terrorisme, du trafic de drogue, la traite des personnes et les migrations forcées qui menacent les frontières. Nous nous réunissons ici à une époque marquée par d'énormes promesses, mais également d'énormes périls. Il nous appartient de voir si nous allons permettre au monde d'avancer ou au contraire de reculer. Le chef de l'État français, qui s'est dit déterminé à mettre en œuvre l'accord de Paris, a pour sa part indiqué que cet accord sur le climat ne sera pas renégocié, avant de réaffirmer que la France sera toujours aux côtés des plus démunis. Et je sais que le devoir de la France est de parler pour ceux qu'on n'entend pas. Car parler pour eux, c'est aussi parler pour nous, aujourd'hui ou demain. Et en ce jour, ce sont ces voix oubliées que je veux porter. Le débat général qui va se poursuivre jusqu'au 25 septembre va permettre à chaque État membre d'apporter sa pierre à l'édification d'un monde meilleur.
Et toujours à New York, aux États-Unis d'Amérique, le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part hier mardi au lancement du Pacte mondial pour l'environnement à l'invitation du président français Emmanuel Macron. Un projet pour aller plus loin dans la protection de la nature. Nous allons rester avec notre envoyé spécial à Ouattouré. Le Pacte mondial pour l'environnement est la suite logique de Rio plus 20, l'agenda 2030 adopté en 2015 et l'accord de Paris entré en vigueur en 2016. Cette proposition portée par la France pourrait aboutir à un premier accord juridiquement contraignant qui rassemble et harmonise l'ensemble des droits environnementaux en un document unique. Un outil universel nécessaire à la mise en œuvre des règles sur l'environnement. Il s'agit pour le président français de combler un retard parce que cette initiative aurait dû être prise depuis bien longtemps afin de construire le droit dont l'écosystème mondial a besoin. Un projet qui constitue pour lui une magnifique base de travail. Le président de l'Assemblée générale de l'ONU, Miroslav Lajčák, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, les représentants de chaque continent et les organisations internationales invitées au lancement de ce pacte mondial pour l'environnement ont tous salué cette belle initiative du président français Emmanuel Macron avant de dire leur adhésion totale à ce projet pour sauver la planète. Dans la même foulée, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu avec le président du Conseil européen, Donald Tusk, sur le sommet Afrique-Union européenne qui est prévu pour se tenir à Abidjan en novembre 2017. Le chef de l'État a également échangé avec la présidente de l'Estonie, Kersti Kaljulaid. Le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Estonie était au cœur des échanges. À Ouattouré, en marge de la 72e session de l'Assemblée générale des Nations unies, l'Organisation des premières dames d'Afrique contre le VIH-Sida, OPDAS, a organisé hier mardi une réunion de haut niveau sur le partenariat mondial pour tirer profit du dividende démographique en Afrique. Deux panels ont été organisés sur deux thèmes, mise en œuvre de la feuille de route de l'Union africaine pour exploiter le dividende démographique en Afrique, assurer des services de santé adaptés aux jeunes où ils sont nécessaires, et mise en œuvre de la feuille de route de l'Union africaine pour exploiter le dividende démographique en Afrique, mettre fin au sida d'ici à 2030. Invitée à donner sa vision au cours de ce panel, la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, a mené un plaidoyer en faveur d'une meilleure prise en charge de la jeunesse en ce qui concerne la prévention et le traitement du VIH-Sida. Ici, en Côte d'Ivoire, nous vous le disions dans nos titres, 2000 commerçants ont été touchés par l'incendie qui s'est déclenché dans la nuit de dimanche à lundi dernier au grand marché d'Abobo. Les commerçants ont reçu hier le soutien du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui est allé se rendre compte de l'ampleur des dégâts. Il a offert 30 millions de francs CFA aux commerçants de la part du président de la République, Alassane Ouattara. Wilfried Herman Guivet. Voici tout ce qui reste du marché central d'Abobo, 24 heures après le passage du feu. Des débris encore fumants, des légumes lessivés par les flammes, de la cendre en abondance, de la toiture et des bâtiments rongés par la virulence du feu. C'est ce paysage de désolation qui s'offre au regard du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et de la délégation qui l'accompagne. Les flammes n'ont pas marchandé avec les lieux, elles ont tout emporté sur leur passage. Sur les vestiges de ce qui tenait lieu de marché central de la commune d'Abobo, la visite du Premier ministre se poursuit. Les regards des commerçants en disent long sur la valeur du préjudice subi. Plusieurs mois d'économie partis en fumée, avec comme verdict un sentiment d'impuissance. Des victimes qui ont besoin d'aide et d'assistance. Je suis donc ici au nom du président de la République et au nom du gouvernement pour venir donc témoigner notre solidarité donc à toutes les commerçantes et à tous les commerçants d'Abobo, leur dire que le gouvernement donc est à leur côté et que cette situation, nous en mesurons donc clairement donc l'ampleur. C'est une question d'urgence à laquelle nous allons faire face. C'est une restructuration donc complète donc du marché qu'il faudra réaliser
Et on verra donc avec les services techniques et le ministère du Commerce, donc de manière précise, quelle est la nature des travaux à faire. Mais en visitant, on sent que même la structure donc, qui a été l'objet d'agressions fortes par les flammes est une structure aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il puisse tenir donc dans le temps. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a ensuite échangé avec les commerçants sinistrés au centre culturel de la commune, félicitant toutes les forces de sécurité dont les contributions ont permis de venir à bout des flammes. Il a assuré qu'une somme de dispositions seront prises pour désengorger le marché central et éviter les risques d'incendie. Après quoi, Amadou Gon Coulibaly a fait cette annonce. Cela fait trop de marchés qui brûlent dans notre pays, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Il est important que le ministère du Commerce et les différentes communes de notre pays se penchent sur cette question. Nous devons nous-mêmes faire preuve de plus en plus d'efficacité, de discipline, pour que nos marchés soient structurés de telle sorte que les activités puissent être menées en toute sécurité. Ceux qui devront être recasés après la réhabilitation et qui étaient initialement présents sur ce marché, mais le seront gratuitement. La somme de 30 millions de francs CFA, don de compassion du chef de l'État, Alassane Ouattara, a été offert aux commerçants sinistrés. Construit en 1986 pour 1500 places, 6000 personnes occupent ce marché. 2000 parmi elles ont été directement touchées par le sinistre. Autre sujet dans cette édition, dans le cadre des activités des travaux de la 4e édition de ces rencontres sectorielles, le comité de concertation État-secteur privé a procédé hier mardi au lancement des activités du comité scientifique. Ce comité composé des acteurs du secteur privé et de ministères techniques se chargera d'examiner et de traiter toutes les préoccupations liées au secteur de l'agriculture, secteur qui est à l'honneur lors de cette 4e édition. Une formation s'est ouverte cette semaine à la direction régionale des douanes de Korogo, formation assurée par les douanes françaises pour mieux lutter contre le trafic d'armes, de munitions et de drogues sur l'axe Pogo-Ouangolo au Korogo. Abou Sanogo. Fin de course pour ce véhicule et son occupant. Depuis quelques jours, il est immobilisé ici à la direction régionale des douanes du Nord. Il a été intercepté à Kanawolo sur l'axe Korogo-Bouaki avec toutes ses 4000 munitions. Ces présumés trafiquants d'armes et de munitions sont donc loin de se décourager, malgré la vigilance des agents des douanes de la région. La France entend apporter son expertise en matière de contrôle de marchandises par voie terrestre. On a décidé cette année de faire quelque chose de plus pratique. Donc nous allons faire des exercices en temps réel. Après cette formation, dans le cadre de la MIDECA, il y aura également 3 autres formations sur la thématique filature, interpellation, surveillance, qui sera donc sur Mans, Daloa et San Pedro. Pendant 4 jours, les formateurs des douanes françaises seront à Pogo, Ouangolo-Dougou et Korogo. À chaque étape, 21 personnes seront formées, 15 agents des douanes, 3 fonctionnaires de police et 3 gendarmes. Ce qui va porter à 63 le nombre total d'agents de forces de l'ordre et de forces paramilitaires à bénéficier de cette formation. Pour le directeur régional des douanes du Nord, cette formation est une motivation de plus dans la lutte quotidienne pour l'éradication du trafic des armes et des munitions aux entrées nord du pays. Quand nous connaissons les menaces que nous courons actuellement, je parle de menaces des produits illicites, je parle de menaces des faux médicaments. Quand on sait que cette formation viendra nous donner une expérience, une capacité réelle de réaction face au trafic, face au transport de ces marchandises, je dirais que cela va apporter beaucoup à la douane du Nord. Cette formation s'achève le vendredi prochain. Le transport, l'achat et l'utilisation illégale d'armes, de munitions et de drogues sont strictement interdits en Côte d'Ivoire. Et dans le cadre de la lutte contre ces fléaux, la France entend accompagner la Côte d'Ivoire. Nous vous proposons ce communiqué avant de poursuivre cette édition. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité porte la connaissance des candidats au concours au direct de recrutement d'élèves sous-officiers de police, session 2017, que les épreuves écrites se dérouleront le samedi 23 et dimanche 24 septembre 2017 dans les centres suivants.
École régionale de Trècheville, groupe scolaire Avenue 8 face au lycée moderne de Trècheville, école nationale de police. Les répartitions dans les centres peuvent être consultées à l'école nationale de police à partir du mercredi 20 septembre, aujourd'hui donc. Par ailleurs, les candidats devront se munir de leur carte ou attestation d'identité et de la quittance de l'inscription. Les cellulaires portables sont strictement interdits dans les centres. Tout autre chose, à présent, l'Alliance des femmes de Côte d'Ivoire a procédé au lancement de ses activités. Elle va former les femmes dans plusieurs secteurs pour leur autonomisation. Patricia Omouetia. Les femmes de Côte d'Ivoire, regroupées au sein d'une alliance pour la mise en œuvre d'un agenda commun. Pour le lancement de sa première semaine, les femmes sont sorties nombreuses pour renforcer leurs liens et prendre part à des sessions de formation en politique électorale et en autonomisation économique. Quand la femme est formée sur la citoyenneté, nous aurons des enfants bien éduqués, bien formés. Il faut qu'elles soient autonomes. L'objectif de l'Alliance est entre autres de mobiliser le maximum de femmes pour une meilleure représentativité des femmes dans les postes de décision, une cause soutenue par les hommes. Nous ne pouvons qu'amplifier le signal fort que le président de la République vient de nous donner en décidant d'accompagner toutes les femmes qui souhaitent s'organiser pour accélérer le processus de développement, pour ramener la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. Plateforme de concertation et de solidarité, la présidente veut porter à l'intention des décideurs les préoccupations des femmes. Au niveau de la participation au processus électoral, nous souhaitons que les femmes soient informées sur les différents postes électifs. Qu'est-ce qu'un député, qu'est-ce qu'un maire, qu'est-ce qu'un président du conseil régional, comment y parvenir. Et aussi quels sont les freins qui empêchent les femmes d'avoir une meilleure représentativité au niveau même administratif et donc au niveau politique. Au thème de cette rencontre, l'Alliance va former plus de 200 femmes dans 10 régions de la Côte d'Ivoire et s'engager pour la création d'une charte. Depuis quelques jours, les comités de gestion des établissements scolaires sont au centre de quelques remous dans les milieux scolaires et universitaires à cause des frais imposés aux élèves à l'inscription. Les responsables des COGES rassurent que les cotisations levées servent au bon fonctionnement des écoles. L'Assemblée générale, organe suprême et délibératif du COGES, décide des mécanismes de mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières, fixe les montants des cotisations exceptionnelles. Ces levées de cotisations servent à la réalisation des activités telles que définies par l'article 3, d'aider à l'entretien des bâtiments, des équipements et à la sauvegarde du patrimoine, d'apporter un appui aux activités pédagogiques et de la vie scolaire, de recouvrer et de gérer toutes les ressources financières de l'établissement, autres que le budget de l'État, de construction de latrines, de payer le personnel d'appoint, de réaliser des activités génératrices de revenus, d'améliorer les résultats scolaires de nos élèves, pour ne citer que cela. Ces levées de cotisations servent bel et bien au bon fonctionnement de nos écoles. C'est pourquoi nous, coordination, dénonçons ces allégations mensongères de cotisations excessives et condamnons avec vigueur les actes de violence perpétrés dans nos établissements. Toujours au chapitre éducation, 500 familles défavorisées de la commune de Grand Bassam sont soulagées en cette période de rentrée scolaire. Elles ont reçu des kits scolaires pour leurs enfants. Voici Mamadou. Si la rentrée scolaire constitue un véritable casse-tête chinois pour certains parents, ça ne sera pas le cas cette année pour 500 familles démunies de la ville de Grand Bassam. Les enfants de ces familles reçoivent des kits scolaires de différents niveaux. Cette action de solidarité est l'œuvre de Kamara Mamadou, engagé à lutter pour la réduction du taux de pauvreté dans sa ville natale. Je me rappelle que l'année dernière, quand je suis arrivé de Paris, il y a eu une vingtaine de familles qui m'ont sollicité afin de leur apporter une aide pour la rentrée scolaire.
Et ça m'a touché. Je dis, bon, dans ce cas-là, il doit y avoir d'autres familles dans ces problèmes-là. Donc du coup, je me dis, si j'organise une distribution de 500 kits, ça pourra soulager une bonne partie de la population bassamoise. Ces kits scolaires sont composés de cahiers, de stylos, de crayons, de cartables et de divers articles pour accompagner ces enfants à bien travailler à l'école. En remettant ces kits, le donateur a invité les élèves à bien travailler afin d'être au haut cadre du pays dans le futur. Aux parents d'élèves, Camara Mamadou demande de mieux encadrer les enfants et de ne pas les laisser à la seule charge des enseignants. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude aux donateurs avant de faire la promesse d'avoir de meilleurs résultats à la fin de l'année scolaire. Après les kits scolaires, Camara Mamadou compte mettre à partir du mois d'octobre prochain un fonds de 100 millions de francs CFA pour le financement de projets de jeunes et de femmes de la ville de Grand Bassam. Dans le cadre de sa politique sociale, la COPASA, la coopérative agricole de Zarano, a fait don d'un bâtiment de 3 classes, tout équipé en table-banc, plus un bureau à l'école primaire publique de Maounou, sous-préfecture de Zarano, dans le département d'Abangourou. On en parle avec Chantal Ouma Akandan. L'école primaire publique du village de Maounou, dans la sous-préfecture de Zarano, département d'Abangourou, a fonctionné jusqu'à présent avec des classes construites en matériaux précaires. Aller à l'école dans ces conditions n'était donc pas chose aisée pour les élèves et enseignants de cette école. À notre arrivée ici, c'est pratiquement une brousse qu'on a trouvée. Quand il pleut, le vent enlève une partie, on se cantonne un côté pour achever un cours qu'on a commencé. Parce qu'après, on doit nous demander des rapports et c'était vraiment difficile. Le don de la coopérative agricole de Zarano, COPASA, qui vise à améliorer les conditions d'études et de travail dans cet établissement primaire, constitue un geste salué par l'ensemble de la communauté du village de Maounou. Les enfants avaient des problèmes d'aller à l'école. On ne connaissait pas d'autres parents qui sont en ville pour aller leur donner des enfants. Mais maintenant, nous-mêmes, on est ici, on est avec nos enfants, toutes petites qui peuvent aller à l'école aujourd'hui. Donc vraiment, c'est une grande joie pour nous à ce jour. On dit vraiment merci beaucoup à la coopérative. Le sous-préfet de Zarano, Emmanuel Kobenan Dongon, qui a procédé à la remise officielle des clés de ce tout premier bâtiment de l'EPP Maounou, a également salué ce geste posé par les dirigeants de la COPASA, tout en exhortant les parents à inscrire massivement leurs enfants à l'école. L'administrateur civil a également demandé aux élèves, qui bénéficient désormais d'un cadre idéal d'études, de bien travailler pour faire honneur à toutes ces personnes soucieuses de leur réussite. Le centre Saint-Jean-de-Dieu en France fait don de moyens de mobilité aux handicapés physiques du département de Kouto, c'est au nord de la Côte d'Ivoire. Il a été livré aux bénéficiaires par le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, Bruno Nabagné-Charles Tatou, RTI Boaké. Le centre Saint-Jean-de-Dieu de France manifeste sa solidarité à l'endroit des personnes vulnérables de Côte d'Ivoire. Les handicapés physiques du département de Kouto sont à l'honneur. Des béquilles, des fauteuils roulants et des déambulateurs pour réduire leur peine. Valeur globale de ces moyens de mobilité, près de 5 millions de francs CFA. Ce geste, en réalité, est une réponse à la requête auprès des institutions internationales de bienfaisance par le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste. Par ailleurs, député de Kouto-Blesseke. Cela en vue des actions sociales en faveur des personnes handicapées physiques de ces deux localités. Bruno Nabagné-Koné, exprimant sa reconnaissance, a appuyé l'action des donateurs par un tricycle spécial offert à une élève du primaire. L'État ne peut pas tout faire et même les cadres ne peuvent pas tout faire. Donc chaque fois que nous le pouvons, nous tendons la main à ceux qui peuvent aider. C'est une association française qui nous a aidés. Il s'agit aujourd'hui d'une 50aine de matériel de mobilité. C'est la première action de ce type que nous organisons à Kouto. Et notre ambition, c'est d'en organiser d'autres parce que nous savons qu'il y a encore des frères et des sœurs handicapés. Ce n'est pas ce que j'ai pensé. J'ai pensé peut-être un petit vélo, ils vont venir donner à l'enfant. Mais si je vois moto devant moi, vraiment j'ai dépassé. Les handicapés physiques bénéficient beaucoup du soutien de leurs génitrices. Le ministre a offert également une moto au directeur départemental de l'agriculture pour accentuer les visites d'encadrement des femmes de Kouto.
Charles Tatou, 57 agents du secteur sucrier dans le département de Ferkessé-Dougou ont été décorés. Ils ont plus de 30 années de service. Ils auront contribué à écrire les plus belles pages du secteur sucrier en Côte d'Ivoire. Abdul-Kader Sogodogo Guédoumon, RTI Boaké. La Côte d'Ivoire, avec environ 24 000 hectares de canne à sucre et une production de plus de 180 000 tonnes de sucre par an, est le premier producteur de sucre de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. 2 zones de production dans le pays. Le centre-ouest avec Borotou et Zenoula. Le nord avec Ferkessé-Dougou. 80% de la production couvre les besoins du pays et 20% vendus sur des marchés africains et européens. Le dynamisme de ce secteur est à mettre à l'actif de ces travailleurs. 57 d'entre eux, après plus de 30 ans de présence en plantation, en usine ou en administration, sont admis à faire valoir leur droit à la retraite. Il s'agit d'une population de travailleurs qui non seulement a porté l'industrie sucrière sur les fonds baptismaux, mais aussi celle qui a contribué largement à réaliser l'intégration des hommes et partant l'intégration du territoire national. Ils reçoivent la reconnaissance de la nation. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous décerne la médaille d'honneur du travail. Un mot des récipiendaires. En ce jour mémorable, je prends ici la parole au nom de tous les récipiendaires retraités pour dire combien de fois nous sommes honorés. Un secteur qui contribue énormément à l'essor de l'économie ivoirienne. Merci pour la qualité du travail accompli et pour la précieuse contribution que vous apportez à l'édification d'une économie dynamique, forte et prospère dans notre beau pays. Servir pendant 30 ans pour certains et 38 ans pour d'autres, une retraite qui s'annonce certainement sucrée à travers ces pas de danse des récipiendaires. Le médiateur de la République est désormais représenté dans les régions du Tonkwij, du Cavalier du Guémon, le représentant de cette institution qui a été installé à Mont-et-Badia Yoro. Reportage F. Bouitao. Il s'agit de M. Badia Yoro. Badia Yoro est le médiateur délégué des régions du Tonkwij, du Cavalier et du Guémon avec résidence à Mont. Il est installé par le secrétaire général du médiateur de la République en présence d'autorités administratives, des élus, des chefs traditionnels, des guides religieux et des différentes couches sociales. L'ex-ministre et médiateur nouvellement investi promet de travailler avec toutes les forces vives des régions concernées. Pour une réussite optimale de sa mission, il veut agir en amont. Il faut créer le dialogue entre les gens avant que ça ne devienne un conflit. C'est ça que j'appelle régler les mésententes parce que tout conflit commence par des mésententes. Quand on est à l'écoute de la population, on est au courant de tout ce qui est mésentente et on peut les régler avant que ça ne devienne des conflits. Il faut le dire, les régions du Tonkwij, du Cavalier et du Guémon sont en proie aux conflits fonciers très récurrents, aux conflits liés à la chefferie coutumière et autres. Cette installation vient donc à point nommé pour préserver et maintenir un climat de paix. J'espère que le médiateur de la République aidera fortement le corps préfectoral, les chefs religieux, les chefs coutumiers à résoudre un tant soit peu ce problème foncier qui mine la cohésion sociale ici à l'ouest de la Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire vient de mettre quelqu'un qui sera, j'allais dire, au-dessus de tous les responsables des communautés pour aider ensemble à retrouver la paix et à conserver les acquis vraiment de cette région. Et justement, Badia Yoro pourra compter sur la collaboration de tous. Tous ensemble, on trouvera la solution. C'est pour cela que je suis fier qu'il soit là. Il est là, nous allons l'aider. Lui aussi, il va nous aider. En marge de cette cérémonie d'installation, les sièges de l'institution ont été inaugurés et le tout nouveau médiateur délégué a reçu son véhicule de fonction. Le conseil régional du Haut-Sassandra a organisé un séminaire au profit des populations rurales des sous-préfectures de Saïwa et de Nayo. Elles ont été exhortées à s'approprier le mécanisme de protection des terres rurales. Konaté Ngana. Les populations rurales de la sous-préfecture de Saïwa dans la région du Haut-Sassandra ont été exhortées à s'approprier le mécanisme de protection des terres rurales. Alphonse Djedje Madi a expliqué aux populations la notion de propriétaire. L'exposant est revenu sur l'occupation des terres fondées sur le droit coutumier, bien reconnu avant même la colonisation.
Il a invité les populations à consolider le droit coutumier de propriété par l'établissement du certificat foncier et du titre foncier. La problématique des funérailles en pays BT a aussi été abordée au cours du séminaire de réflexion. Pour le professeur Ziki Koleya, nombreux sont ceux qui vendent dans leurs plantations et portions de forêt pour juste organiser des funérailles. Le conférencier a donc invité les populations à la limitation des dépenses face à la mort de leurs proches. Le séminaire de Saïwa a donc permis aux initiateurs de décrier une pratique pour un recadrage et surtout un changement de mentalité. Terminons cette édition avec cette information. Plus de 200 personnes ont péri dans le violent séisme qui a secoué hier mardi le centre du Mexique. Parmi les victimes figurent au moins 21 enfants morts dans l'effondrement de leur école dans la capitale. Le séisme a été de magnitude 7,1. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1.